ma fenêtre, je laisse se raconter en mots, en neige, en éclats de rire, des enfants qui courent, en lumière du jour, au travers de la toile de l'araignée. Décidérez, deuxième année, moins fort que jamais. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Yes! À chaque semaine, qu'est-ce que t'écoutes? Ça sonne comme un trailer de film d'action. Ouais, ça fait fin du monde. Moi, j'aime ça. Ouais, tu m'as envoyé, je pourrais peut-être amener ça à l'émission éventuellement, il m'avait envoyé une première version, là, 2-3 jours. Puis c'était sensiblement la même chanson, mais qui rentrait moins un peu, tu sais. Puis là, je disais, ah non, mais là, c'est la deuxième année, faut que ça rentre plus que la première année. Il a rajouté un son d'explosion à la fin. Puis... Ben, j'ai précisé que je voulais des sons d'explosion, des bruits de laser, puis des solos de bass à la Primus. All right. Alors, on remercie beaucoup Guillaume Sigouin, qui nous offre encore une autre belle chanson thème pour bien débuter une nouvelle belle année. Mais j'ai une question, moi. Il n'y a pas le temps. Non, vas-y. Est-ce qu'on va réentendre parfois l'ancienne chanson? Parce qu'on s'y attache un peu. Ouais, non, ben l'autre chanson, évidemment, c'est le classique, là, c'est sûr. On va avoir joué maintenant, là. À ma fête. À ta fête. Okay. Ouais, ta fête, c'est bientôt en plus. Ouais. Tu vas voir quoi, 50, 30? 50 000. 50 000. Ouais. On a entendu Judith Gaboury, comment va-t-elle? Ah, ça va bien. Nicolas Fournier-Larocque. Numéro 1. All right. Puis surtout, Maxence Gervoïde. Ben, surtout. Pas surtout. Plus, À chaque fois que je Il dis est plus surtout, grand. je me fais reprendre. Il est plus grand que tout Bon, le monde. Ben non, mais... Et égal, Maxence Le Gervoïde qui se joint à notre équipe. Salut tout le monde. Moi, je veux juste dire que je suis pas ici pour prendre la place de personne. En fait, tu prends la place de Marianne. Ah, OK. Fait qu'attends-toi de faire prendre les cuisses par Nicolas assez régulièrement. Yeah. Ouais, je sais. Tu fais les jambes avant de venir. Lisse et tu tout. vois, tu faisais plus tes jambes. Je sais. Mais des fois, on reprend ces bonnes habitudes-là pour une nouvelle année. Être Ouais. plus aérodynamique Ouais, c'est dans ça. l'eau. Dans C'est l'eau. tes résolutions. De quoi tu vas nous parler cette année? Là? Ouais. Veux-tu que j'en parle là? Non, tantôt. OK, non, on va parler de Jack Kerouac. Ah, merveilleux. Putain, on va faire ça, c'est bon ça. Nicolas, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Ben, j'ai un bon vieux sauce 5 classique sur l'absence. Oh, là, on s'est pas débarrassé du bon, hein? Puis, et toi, Judith, que ça de bon c'est pour nous cette année? J'ai un show dossier sur les méduses. Ah, OK. Oh. Ah, bon, d'accord. Écoutez, j'avais certaines nouvelles brèves. On va faire ça vite. J'en avais quelques-unes. Il y avait... je me racontais dans le passé des anecdotes de Mel Gibson, le joueur de tour. Ah oui. Ouais. Puis finalement, Mel Gibson s'est fait jouer un petit tour lui-même. Il y a eu le divorce le plus coûteux de l'histoire d'Hollywood. Oh! Oups, là, il y a un divorce de 425 millions de dollars. Et puis ça, en plus, il y a de la chaude compétition à Hollywood. Là, pour les, Il y a de la chaude compétition, mais c'était quand même, comme il y avait un record, je pense, je sais même pas si ça a été battu, c'était Steven Spielberg en 89, que c'était 100 millions. Mais donc, ça exclut Paul McCartney. Paul McCartney, ouais, c'était c'est pas Hollywood. Je sais pas Paul McCartney, ça a coûté combien. J'ai pas les chiffres devant moi. Je pense que c'est des chiffres qui se trouvent pas, de toute façon. Ça existe plus. Honnêtement, là, je pense que tu googles cette question-là, puis ça va juste être des points d'interrogation qui vont sortir, on le sait pas. Fait que, ben oui, il a pas cru bon faire d'entente prénuptiale. Les gens, ils pensent pas à ça. 425 L'entente prénuptiale? Ouais, c'est pas ça le mot? Peut-être, c'est juste un concept que je saurais pas comment faire. Attends, tu me dis en ce moment, fais une entente prénuptiale, là, puis je pense que je ferais des préliminaires. Quoi? C'est ça. Ouais. C'est pas Marianne qui arrête ça. Non, ça, elle s'y connaît. Non, l'année va être bonne. En dehors de ça, il y a... Mais attends un peu, Julien, ouais. il faut qu'il paye 400... en fait, ça veut dire qu'il y a presque 1 billion de richesses. Ouais, à peu près. Essentiellement généré par, notamment bien sûr ses nombreux succès, mais surtout le film La Passion du Christ qui avait produit, réalisé, patati patata, qui a coûté 30 millions, qui en avait fait 650. Ça, c'était drôle. Oui, c'était drôle. J'allais voir au cinéma, moi. Moi aussi. Ouais. Tabarouette. On a passé un bon moment, hein? Et là là. Le bout, c'est ce qui se fait fouetter pendant 2 minutes, comme en temps réel, sur des bouts de pourvolés. Ouais, il se là. fait arracher la moitié de la cage thoracique. Oh my God. Hey, Jésus. Ben oui, Jésus. On a bien compris. Ou ben le bout quand l'autre, Judas, il voit un bonhomme dans un arbre diabolique. Ouais, un âne en train de pourrir. Ouais. Hey. Mais Il y a avait des ça, visions.
Hein? Ouais, je donne des visions. Oui, il y a un côté vision là, dans ce film-là. Je pensais que c'était très réaliste. Non, moi, je l'ai boudé. Ouais, ben non, ça se boude bien. Là. Ça se boude très bien. Ça se boude très bien. Je pense pas que ça joue à TV, mais ben non plus. De toute façon, tu aurais juste rajouté au montant donné pour le divorce. Fait que... Ouais, il y aurait eu 425 millions et 4 $. J'en aurais donné, supposons. Ça va être drôle le chiffron, hein. Mais bon. Ensuite de ça, il y a Tim Burton qui prépare un nouveau film de Pinocchio avec Robert Downey Jr. Ah. Quand tu as commencé avec Robert, je pensais Roberto Benigni. Ben, c'est ça, mais ça a tellement des relents de Roberto Benigni. Pinocchio va être un gothique. Il va être habillé avec un gilet rayé blanc et noir. Probablement. Ben, malheureusement, en fait, il jouerait Geppetto et non Pinocchio. Mais bon, ça va être intéressant quand même. Ça va être une mission de Geppetto qui veut retrouver Pinocchio, ça a l'air. En tout cas, ça a l'air très... Ouais. Et c'est un des 3 projets présentement qui se développent à propos de Pinocchio. Oh non. Ah boy, Pinocchio 2012. Can't get enough. Y en a-tu un que ça se passe juste avec la baleine, mettons? Non, il y en a un ou juste avec le renard puis le chat méchant. Là. Ouais, non. Non, malheureusement, il y a Guillermo del Toro qui veut en faire un film en 3D, d'animation, en stop animation, image par image. Stop motion. Ouais, je le dis en français. Puis sinon, ben il y a aussi Sean Lewy qui a réalisé Night at the Museum 1 et 2, qui en prépare un lui aussi. Qui serait une espèce de prequel. En 3D. À Pinocchio. En 3D. On l'espère, en 3D. Hey. Alors, 3 films de Pinocchio qui nous attendent en 2012, ça sera officiellement une bonne année. Il y a aussi Charlie Sheen qui nous dit officiellement qu'il n'est plus fou. Fait que là, on aura qu'il admet qu'il était fou. Semble-t-il. Il dit que c'était un épisode, c'est passé. Il est une personne différente. Puis que là, maintenant, il n'est plus non plus avec ses DS. Il est maintenant un père seul. Puis là, il est winning encore. Il dit aussi que c'est Winning Days, c'est fini aussi. Là. Ça, il veut plus qu'on dise winning. Fait que, est-ce qu'on peut parler de ces Losing Days? Ah ben là, ils s'en viennent. Losing Days are come. Et aussi, Justin Bieber qui nous annonce qu'il va bientôt être grand, qu'il va bientôt avoir 18 ans. Et il dit... Je ne veux pas commencer à chanter et à sacrer à propos de choses comme le sexe et la drogue. Je parle d'amour et peut-être parlerai-je de faire l'amour quand je serai plus vieux. Une promesse? Quand j'ai lu ça, je t'avouerais. Il fait l'amour. Ben, il le fait pas, mais il en parle. On le sait pas. Ça le dit comme pas. En attendant, est-ce qu'il peut parler un peu de masturbation? Ou... ouais, il va commencer tranquillement. Il va parler d'entente prénuptiale. D'entente prénuptiale. Puis on va en venir éventuellement à du gros cul sale. On continue avec Nicolas et son sauce 5. Bon enchaînement, Julien. Merci beaucoup. Ouais, qu'est-ce que tu vas nous parler là, cette année? Je te l'ai dit tantôt. Ah ouais, c'est vrai, puis j'en souviens plus. T'es comme absent aujourd'hui. Non, mais t'as juste dit que t'allais faire un sauce 5, t'as pas dit à quel sujet? Oui. À quel sujet? Sur l'absence. T'as dit ça à l'émission? Ouais, c'est comme ton attention en ce moment. Il l'a dit à l'émission, là? Non, j'écoutais pas. Ça commence bien l'année. Oh. Fait que tu partes ton thème. Ben, vas-y faire. Alright. Pas de nouveau thème pour Nick, malheureusement. Pas encore. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. OK. Allons-y. Oui, parfait, c'est parti. Alors, l'absence. L'absence, c'est très intéressant parce que c'est un concept qui nécessite des créatures pensantes ayant une conscience pour exister. Parce qu'il faut... l'absence, c'est pas quelque chose d'intrinsèque dans le monde qu'on peut remarquer directement. Il faut d'abord remarquer qu'il y a quelque chose qui pourrait être là et qui n'est pas là. Ouais. Donc, l'absence, ça suppose la présence, qu'elle soit possible, imaginaire ou seulement potentielle. Parce que s'il n'y a pas la présence, il ne peut pas avoir l'absence. S'il n'y a pas la présence, au moins possible. Donc, la première chose qu'il faut voir aussi, puis qu'il faut vraiment différencier dans l'absence... Ça va être lourd. Attelle-toi, là, c'est juste le début. Parce que faut le distinguer du néant ou du vide ou du rien. Ça n'a rien à voir avec l'absence. Est-ce que c'est le non-être? Non plus. Non plus. Non plus. Il te reste une minute. Mais il y a des similarités, par exemple, dans le concept. Parce que, tu sais, ça fait toujours référence à quelque chose, l'absence. Alors que le vide, puis le rien, le néant, c'est l'absence de toute chose. Donc, ça prend l'absence pour arriver à comprendre le concept de néant, de vide, de rien. Non, pas d'accord avec ça, puisque ça n'existe pas dans le monde réel. Ouais. Alors que pour comprendre l'absence, on n'a pas besoin du vide, du néant ou du rien. On a besoin de la présence pour comprendre l'absence. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Non. Pas d'accord avec ça. Ça revient pas un peu à l'arbre qui tombe tout seul dans le bois puis que là on sait pas s'il fait du bruit. Il fait du bruit, Nick, cet arbre-là? Mais il y a des similarités parce que ça dépend de notre conception du concept de bruit. Est-ce que le bruit, c'est la perception
d'un son par quelqu'un, alors là, il fait pas de bruit. N'importe quoi. Si par contre, le bruit, on entend ça juste comme les vibrations dans l'air, ben là, oui, il fait du bruit. OK. Donc, ça dépend de ce qu'on entend. Un peu comme l'absence. Oui et non, parce que l'absence... Oui, mais non. L'absence, en fait, s'il y a une forêt, il y a personne qui peut constater une absence. Il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit sur la forêt puis qui se dit, tiens, il manque des dragons dans cette forêt-là. Ouais, mais s'il y a quelqu'un, c'est plus l'absence, il y a quelqu'un. Mais ça prend quelqu'un pour parler d'absence. Bon, ouais. Donc, sans personne, il n'y a pas d'absence. Il y a juste rien. Il y a juste... Il peut y avoir des choses, mais il n'y a pas d'absence. Ouais. Il y a tout ce qui est, puis ce qui n'est pas ou qui n'est pas là, ben, Ouais, personne n'est là pour le remarquer, finalement. Ouais. Sauf Nicolas. Exactement. Donc... j'avais déjà parlé du néant du vide. Va être fin cette année. Pour saisir, blablabla. Donc, c'est ça aussi. C'est parce qu'en fait, le vide, le néant, puis le rien, c'est des abstractions complètes. C'est des concepts qui ramènent à rien, qui existent ou qu'on peut côtoyer dans le monde comme l'infini. On le comprend juste parce qu'on voit le fini, puis là, on se dit, admettons que quelque chose qui n'aurait pas de fin. Fait que là, on s'imagine l'infini, mais on peut jamais le voir ou en faire l'expérience réelle. Est-ce que tu veux dire que c'est un jeu de langage? Ben, c'est une expression de langage, oui, qui permet d'imager quelque chose qu'on rencontre pas directement. Je sais pas trop là-dessus. Alors que l'absence, c'est quelque chose dont on fait l'expérience. Ouais, en tout cas, oui. Ça, on en fait l'expérience de l'absence. Je sais pas. Non. Je pense pas. Parce que c'est facile. Pas sûr de ça, moi. On voit, là, tu mets quelque chose, tu l'enlèves, cette chose est maintenant absente de la table. Dans ma main. C'est pas quelque chose d'abstrait. Ouais. C'est juste que c'est un rapport par rapport à la présence. Moi, oui, puis non, là, c'est pas... Ben, si tu as des objections, tu peux les exprimer, puis... Non, mais je voulais juste les dire en demi-phrase tout le temps. Ah, c'est ça. C'est pas complètement saisi dans ta tête. Ouais. Donc, si on peut aller comme ça, puis pousser un peu le concept à son plus grand trait. Ah, vas-y fort. Parce que, admettons, l'absence, justement, poussée à son absolu, ça constitue justement le néant, le vide, le rien, où il y a l'absence de tout. Donc, on pourrait faire une petite... Je sais pas trop, On peut là. faire une petite progression du concept de présence et d'absence dans les deux directions. Donc, si on part du milieu, admettons, là, il y a des choses, puis il y a des choses qui sont pas là. Ça, c'est comme le milieu, là. C'est un peu un peu là. Un peu là, tu sais. Il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui sont pas là. Ouais. Puis on le sait qu'il y a d'autres choses que ce qu'il y a là, qui pourraient être là, mais qui sont pas là. Donc, il y a Maxime, mais il n'y a pas d'éléphant en studio. Exactement. Mais il pourrait avoir un éléphant en studio. OK. Yannick qui parle, mais il n'y a pas de fun, vraiment. Ça, c'est... Puis tu vois, ça, c'est intéressant parce que ça, il peut avoir une absence pour toi, mais une présence pour un autre. Ouais, je pense que Nicolas s'amuse. Il y a quelque chose de subjectif que toi, aussi tu vois pas là-dedans. Nicolas qui s'amuse. Non. Je ne partage pas mon amusement parce qu'il qui parle. n'y a pas les capacités de voir le plaisir dans cette chose. Je sais pas si c'est tout à fait ça. L'absence de ce qu'il perçoit du plaisir, c'est dû à ses limites, en fait, personnelles. Mais Ouais. peu importe. Donc, si on part de ce milieu-là, puis on va vers la présence, puis on augmente toujours la présence de plus en plus, mais là, au bout de ce spectre-là, on a le tout ce qui est. Il n'y a aucun vide. C'est juste tout. Tu peux appeler ça Dieu, tu peux appeler ça les égouts, c'est comme tu le sens. Là. Oui. Là, si tu vas dans l'autre sens, puis t'enlèves des Chronos. choses, t'enlèves des choses, t'enlèves Dieu des du temps. choses, tu vas dans l'absence à l'autre bout, ben là, t'as rien. Le rien total. Poséidon, il est où là-dedans? Ça? Poséidon? Ouais. Mais Il est où Poséidon? Mais là, attends, ce qui fait Ah, intéressant, ouais, puis c'est là que là, on va arriver dans les jeux de langage que je dis de parler. les jeux de langage, Parce oui, que c'est bon, si ça. on utilise ce même spectre-là, on peut faire Un spectre, on peut faire des adéquations entre deux phrases qui expriment la même chose, mais de différentes manières. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la présence de tout, c'est égal à l'absence de rien, et que l'absence de tout est égale à la présence de rien. c'est lourd. Ouais, Alors un peu. que la première affirmation, les deux premières, présence de tout, absence de tout, c'est des phrases langagières possibles qui font du sens. On peut imaginer la présence de tout ou l'absence de tout. Alors que l'absence de rien et la présence de rien, mais c'est des paradoxes langagiers. Il te reste 20 minutes, Ouais, Nicolas. Ça fonctionne pas. Tu peux pas avoir d'absence de rien. Parce que c'est ça. C'est un paradoxe langagier. Même si ça marche du point de vue logique, il y a une adéquation, ben ça fonctionne pas plus que ça. Le verre est jamais à moitié vide parce qu'il est à moitié plein d'air et à moitié plein d'eau. Puis il est tout le temps plein. Mais ça dépend comment tu conçois le vide. Là. Non, mais c'est à moitié. Tu continues? Ben, c'est ça. Je trouvais que c'était le fun, ces petits paradoxes-là. Oh oui, non, ça Pour être le fun. c'est le fun, certain. Ouais, j'ai du fun. Là. Il y a la présence de plaisir. Là. Oh oui. Et l'absence de plein d'autres choses. C'est là je me disais, tu sais, mais c'est finalement, même si l'absence, c'est tu sais, si ça vient de la présence, je me posais plein de questions sur la présence. On s'en pose aussi. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est vraiment la présence? La présence d'une
chose. Mais là, c'était pas ça le Source 5, donc je me suis arrêté là. Mais est-ce que tu pourrais en faire un sur la présence? Bien sûr. Mais là, C'était ça mon ouverture. mais c'était pas par définition une affaire sur la présence? Non, c'est que ça prenait la présence pour comprendre l'absence, mais on n'a pas complètement épuisé Moi, j'aurais une- la présence. Je pense qu'on l'a épuisé, moi. J'ai une question pour toi, Nicolas. Est-ce que ça prend l'absence pour avoir la présence? T'as peu, je vais Non. regarder mes notes. Non. Non? Non. Donc, la présence peut vivre sans l'absence, mais l'absence ne peut vivre sans présence. Exactement. On se fait double-crosser toute la ligne. Exactement. Justin Bieber va parler de ça bientôt. Ouais. C'est que le concept d'absence n'épuise pas le concept de présence. Ah, boulot. Consternation dans les studios. Ouais. Là, je pense en plus, Et- j'ai juste fait 5 minutes, j'ai été correct ce coup-là. Ah, plus que correct. Ça C'est a une été bonne parfait. nouvelle année, 5 minutes. Ouais. Tu nous parlais que tu un aux 2 semaines, c'est ça? Oui, Ah, donc c'est- je vais être c'est- absent une semaine sur 2 En et plus, présent ouais. une semaine sur 2. Ah, c'est gâteau. C'est comme dire 2 fois la même chose. Ah, t'avais tout calculé. Nick, tu nous disais que t'avais ton plan de vie pour les 50 prochaines années, d'ailleurs. Ouais. T'avais dit que t'avais comme un petit cahier, puis t'avais rempli qu'est-ce que t'allais faire dans 5 ans, dans Ben là, 10 ans, cette dans 20 année, ans. c'est l'année, ben, ça a commencé un peu en 2011, fin 2011, c'est l'année du hamburger. Ouais, là, t'essayes les Big Le quoi? Mac. Le hamburger. J'ai été beaucoup d'années un homme d'hot dog, exclusivement, Ben non. et je mangeais jamais d'hamburger, et là, je découvre toute une palette de saveurs. Ben oui, 20 ans en retard, c'est tout le monde. Ouais, c'est délicieux. T'as quel âge? J'ai 32 ans. Il a l'air vieux, hein? Ouais, non. Ouais, je dis. Qui C'est sait vrai. ce que l'autre année apportera? Ouais, ben qui sait. Ben non, tu le sais déjà, tu l'avais dit que t'avais... Il est où Nicolas à 60 ans? Je sais pas s'il est présent. Parfait. On le souhaite. Alors, on continue avec... merci beaucoup, Nicolas. Hein? Plaisir. Oui. Ouf. On va prendre une petite pause. Je pense que oui, là. Ben, c'est pour ça que ça va être bien que je vais être pas là une semaine sur 2 parce que vous allez avoir le temps de tout digérer ce savoir-là, puis vous allez être plus présent quand je vais revenir, justement. Moi, en plus, avant l'émission, prêt à enregistrer. On va avoir hâte. Ce que j'ai mangé, c'est une poignée de mini-wheat ce matin. J'étais pas prêt à ça. Là, j'ai déjà mal. On continue avec Cheval Fou et Zaché Steakhouse. All right. Salut, ici Fabrice Zucchini. Moi, chaque semaine, j'écoute cette émission de merde qu'on appelle les Sidérés.
Ici Guillaume le Vierge. Salut, ici Vincent Bolduc. Et nous, on écoute des si et des raies. Zaché Steakhouse. Alors, pour rendre officiel l'arrivée de Maxime dans notre équipe, Maxime a lui aussi son thème musical, toujours d'une gratuité de Guillaume, encore une fois. On starte ça. C'est la chronique à Maxos. C'est craquant, ça? Yeah, ouais, hein? Ah, merci, Guillaume. Je vais te mettre une petite ambiance jazz, tu disais. Ouais, attends une minute. Avant ça, OK, vas-y. j'ai de quoi à dire. Bon, vous savez, ceux qui suivent l'émission savent que d'habitude, je parle de robots, de fin du monde et de post-apocalyptique. Aujourd'hui, ce sera pas le cas, mais avant de plonger dans mon sujet, je veux juste faire... ouais, pas le cas. Non, je veux juste faire une petite parenthèse science et technologie. Si c'est le cas. Ça nous éloigne des robots, ça? Ça emboîte un peu sur mon territoire. Ouais, non, mais faites-en pas. La fin du monde, c'est un peu mon territoire aussi, hein. Attendez, mais ça parlera... Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec la fin du monde. C'est juste que, dans la vie, je suis pas vraiment geek. Tu sais, je suis pas... Je suis pas le plus... Ouais, on peut dire ça. Je suis pas le plus grand des geeks, et il y a plein d'univers qui m'échappaient, et cette semaine, en tant que bon chômeur, avec mon coloc, on se demandait quoi faire, puis là, on se disait qu'il y a plein de choses qui manquent à notre culture. Alors, on a décidé de se lancer dans les Star Trek, qu'on n'a jamais écouté. J'ai jamais écouté un sale Star Trek de ma vie, tu sais, les vrais, là, mettons. Et là, on a commencé ça, les Star Trek, et je dois vous avouer, mes amis, officiellement, que je suis fan de Star Trek. On parle de quelle série, là? Les films, là. On est parti le premier film. Là, on est rendu au retour de Spock. Ouais, moi aussi, je les écoute au parking. Bienvenue dans ce monde merveilleux. Ah, t'es un Trekkie, toi? Bien sûr. Au début, là, oui, je vous jure, quand j'ai commencé le premier film de Star Trek, je maïssais d'être en train d'écouter ça. Je me trouvais complètement ridicule. Le premier, c'est un rip-off de 2001, c'est de l'espace, un peu. Il est quand même bon. Ouais, c'est un hommage. La fin est psychédélique en maudit, là. En tout cas... Tout ça pour dire que officiellement, à Décideret, aujourd'hui, j'affirme que je suis fan de Star Trek. Ça va être une belle année. Ouais. Et je peux vous tenir au courant. T'as maintenant une tribune pour nous mettre à jour sur ta série. Parce que justement, dans le 1, 2, 3, 4, à ce que je cherche, t'es dans les bons, là. Puis après ça, 5, 6, 7, on commence à... J'ai déjà hâte d'être retour sur Terre avec Spock qui s'attaque à un punk dans un autobus. Ouais, ça, j'ai vu ce bout-là. Il s'est passé pour un hippie. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Maintenant, on peut peut-être passer à ma chronique. Mettre un peu de jazz. Maestro, on va écouter un petit peu de jazz. Rien qu'en fond, hein, Julien. Ouais, je vais essayer, là. Je pense que ça joue, là. C'est juste pour être... Essaye de le couvrir avec la musique. C'est juste pour être bien relax. À Décideret. Si ça part pas, c'est pas grave, on va faire ça. On peut s'arranger. Nicolas, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Ben, si on n'a pas de jazz, c'est pas grave, là. Ma voix est très jazz en ce moment. Alors, ben, je vais commencer. Puis si le jazz arrive, il arrivera. Oh, Nicolas, viens-t'en en même temps, toi, pour arranger ça. Alors, mes amis, aujourd'hui, je veux vous parler je vais le dire, je pense que c'est mon écrivain favori. On va parler de Jack Kerouac, Judith. Est-ce que tu connais ce nom-là? Oui, j'ai déjà lu. T'en as déjà lu? Road, oui. OK. Oui. Ce qu'il faut savoir, Jack Kerouac, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le nom de Jack Kerouac pour le plugger dans une conversation. Oui, ou bien des fois, on se trompe et on pense que c'est le magasin de jouets Kerouac aussi. Ah oui? C'est pas la même chose. On a du jazz. Ah! Bon, tu vois, déjà, on est plus dans l'ambiance. Ouais. Ah oui, là, ça nous ramène. Merci, Nicolas. Alors ça, j'en étais à dire que c'est ça, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le nom Jack Kerouac sans trop savoir c'est qui, sans trop savoir ce qu'il a fait. Et moi, dans le fond, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est juste faire... un peu présenter le gars et en venir sur le fait que là, ils vont bientôt sortir le film On the Road qui va sortir cette année. C'est un peu le but de ma chronique. Parce que c'est pas le fondateur de Kerouac, le magasin de jouets. Non, on vient de faire le même gag. Ah ici, merde, là. j'entendais pas. Mais t'étais parti partir le jazz, alors on t'excuse. Tout le monde a le même gag par rapport à Jack Kerouac. Ouais. Alors, bon, tout d'abord, pour commencer, un truc que moi, j'aime beaucoup de Jack Kerouac, et là, je vais vous le présenter vraiment de son enfance à un peu sa mort.
dans les limbes de l'alcool. J'espère que c'est pas sa mort que t'aimes le plus. Non, mais c'est intéressant pareil. Mais tout ça pour dire qu'un truc qui m'attache beaucoup à Jack Kerouac, c'est que ses parents, c'est des Québécois. Le gars est né au Massachusetts, qui est pas très loin d'ici, on va se le dire, et il a vécu sa jeunesse en parlant le joual. Ce qui fait en sorte que quand tu lis ses livres, souvent tu vas avoir, oui, Jack Kerouac reste un symbole de la littérature américaine, c'est vraiment américain. Tout ce qu'il a fait, c'est un symbole américain, mais dans ses livres, t'as toujours ça, des petites bribes de phrases, des mots en joual, en français, puis ça fait en sorte, pour moi, petit garçon québécois natif de Valleyfield, ça fait en sorte qu'on s'attache à ce personnage-là, qui est hautement sympathique, on va se le dire. Donc c'est ça, né au Massachusetts, de son vrai nom Jean-Louis Kerouac, je savais pas ça. Qui lui a amené son surnom de Tijan, qui sera d'ailleurs un de ses personnages dans ses livres. Ses parents québécois, Léo Kerouac et Gabrielle Ange Lévesque, qui étaient mes amis, cousines de René Lévesque, qui fut, on le sait, un grand président. Non, un premier ministre. Et on a appris qu'il jouait à Skyrim aussi. Il joue à Skyrim également. On l'a vu, Mathieu Saint-Onge nous l'a appris. Ah ouais, j'ai pas vu. On a fait une vidéo. Parce qu'il a dit que... Éventuellement, il y a vraiment le vrai René Lévesque qui a dit les libéraux ont une flèche dans le genou. Ah ouais? Je sais pas. Oui. J'ai pas vu ça. Mais bref, tout ça pour dire que, oui, c'est ça, très, très attaché au gars, peut-être par ses racines québécoises. Donc, il parle le joual, l'anglais, pour lui, ça va être sa langue seconde. Son père, à Jean-Louis Kerouac, est imprimeur. Fait que dès sa naissance, ça lui donne un peu un contact avec le monde de la littérature, le monde de la culture, et c'est pour ça qu'il va avoir très jeune sa première machine à écrire, et ça va lui amener un style d'écriture très rapide, dans le sens que le gars se relie pas nécessairement, il écrit très très rapidement, et ça va un peu déboucher sur son style d'écriture à Jack Kerouac, qui est l'écriture automatique, qui est j'écris ce qui me passe par la tête, si ça fait pas de sens, c'est pas si grave que ça, on cherche pas nécessairement une suite logique dans les idées, fait que lui il écrit très rapidement et c'est souvent du premier jet ce qu'on va lire de lui. Ce qu'il faut savoir de Jack Kerouac, et là c'est important, on va y revenir plus tard, c'est que c'est pas le petit écrivain rachitique qui reste dans son coin à rien faire. Jack Kerouac, c'était un athlète. C'est un gars qui faisait du baseball. C'est un gars qui était, dit-on, excellent au bras de fer. Et ça, c'est une notoriété qu'il va avoir toute sa vie. Il avait tout que des bras, quand même. Ouais, une bonne stature. Il a fait de la course à pied. On dit de lui que c'était vraiment un athlète à part entière. T'sais. On y reviendra plus tard. Un moment donné, sa famille se chicane. Les affaires de l'imprimerie de son père, ça va pas très bien. Et Jack Kerouac se retrouve seul avec sa maman. OK, il y a des frères et sœurs. Là, il se retrouve seul avec sa maman. Et ça va être important dans son œuvre. Parce qu'on se rend compte en lisant ses livres que Jack Kerouac, c'est vraiment un petit-fils à maman. À toute fois que ça va mal, il parle de sa mère. À toute fois qu'il a besoin d'argent, il écrit à sa mère. Il retourne toujours chez sa mère. Puis là, il s'ennuie de sa nourriture. Puis là, il reste là. Puis il est bien dans les bras de sa maman. Tu sais, on a des fois l'impression que Jack Kerouac, c'est le grand aventurier. Mais dans le fond, quand tu lis ce qu'il écrit, c'est vraiment un petit gars à maman, tu sais, qui a peur de tout. Puis pour lui, le meilleur endroit au monde, c'est le foyer familial. Tu sais. Fait que ça va revenir souvent. Tantôt, on parlait qu'il était athlète. Il va devenir un grand champion de football et ça va l'amener, ça, à quitter pour aller à l'université Columbia à New York. Et là, à New York, qu'est-ce qu'il va découvrir, vous pensez, mes amis? Le pot! Il découvre le pot. Oh yeah! Il découvre le jazz qu'il joue en ce moment. Celle-là, là? Celle-là. Oui. Ah, oui. On me le dit. Fait qu'il découvre la drogue, il découvre... On parle de potes, il découvre le jazz, il découvre la poésie, il découvre vraiment tout cet univers-là. L'alcool, évidemment. Il va se faire des amis qu'on va appeler ensuite la Beat Generation. On parle de William Burroughs qui a écrit Naked Lunch. Bon, tout ça, on connaît. Allen Ginsberg. Ça va vraiment devenir une clique de poètes, jazz... qui se saoulent puis qui font de la poésie, vraiment une clique. Comme notre équipe un peu. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, on était comme la deuxième Beat Generation. On est nous autres, on est peut-être juste Beat, par exemple. Ouais. Half Beat, peut-être. Ouais. Bon, c'est ça. Un moment donné, Kerouac, à un moment où sa vie va pas très bien, décide de partir explorer l'Amérique. Et là, il rencontre, il va y aller avec ses amis, et ça donne On the Road. On the Road qui est devenu vraiment le point tournant de sa carrière. C'est ça qui a mis les bases de la Beat Generation. Et là, on se demande peut-être, c'est quoi un beat? C'est quoi un beatnik? Ça vient de où? Ouais, on se le demande, ouais. On se le demande. Ben, il y a une entrevue sur les YouTube de Jack Kerouac en français, puis il explique d'où ça vient. Puis en gros, c'est que lui, il parlait avec des Noirs qui étaient très pauvres. Mais ils étaient pauvres et joyeux. Ces Noirs-là, ils disaient toujours I'm beat.
sais, on est beat. Ils sont upbeat. On est beat, là, tu sais. Fait que lui, il trouvait ça hot. Fait que c'est devenu un peu la base, puis en même temps, le nick de Beatnik, ça vient du Spoutnik. Il trouvait que ça faisait comme s'ils étaient des espions russes aux États-Unis, tu sais, comme, eux autres sont dans la contre-culture, ils vivent pas d'attache dans la drogue, l'alcool et tout ça, fait qu'il trouvait que ça faisait un peu comme anti-américain, la contre-culture, fait que le Beatnik, ça vient de là, c'est quand on est pauvre, joyeux, mais en même temps, on a peut-être quelque chose à dire, on a un message à passer à leur manière, évidemment. OK, ça marche? On the Road, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça. C'est un voyage qu'il a fait. Il a parcouru les États-Unis de 1947 à 1950. Ça a été publié en 1957 et c'est ça. C'est devenu vraiment, à partir de ce moment-là, Jack Kerouac devient le roi des beatniks, un titre qu'il va toujours détester parce que... Ben, ça sonne mal un peu. Ouais, ça sonne mal. C'est parce qu'à partir de là, Jack Kerouac est devenu une méga vedette parce que son livre... Ça a vraiment bien pogné et ça a lancé comme un mouvement. C'est un peu la base de ce qui est devenu le mouvement des hippies. Les bohémiens, là, tu sais, la barbe longue. Et Jack Kerouac n'était pas comme ça. Jack Kerouac, oui, il se promenait de ville en ville, il n'y avait pas d'attache, mais quand il arrivait d'une ville, c'était pas pour rien faire puis fumer du pot, c'était pour travailler. Tu sais, il a travaillé sur des chemins de fer, il a travaillé à plein d'endroits. Et lui, quand il a vu ça arriver, le mouvement hippie que lui-même, techniquement, a lancé, là, on s'entend, là. Bon, tu sais, ouais, il a participé à sa manière. Puis là, on l'appelait le roi des beatniks, puis il était comme adoré par ces gens-là pour lesquels il n'y avait pas nécessairement beaucoup de respect. Ben, ça l'a plongé un peu dans un alcoolisme, mais déprimant, là. Tu sais, il était plus beat, là. Tu sais, au début, il buvait, puis il écrivait il était heureux, puis il écrivait des poèmes sur le son de la mer, puis là, il jouissait quasiment de ça. Puis là, plus ça va, plus il déprime, puis il s'est même sauvé de ça. Un moment donné, dans son roman Big Sur, sorti en 62, c'est ça, il s'en va dans la montagne pendant 3 semaines, tout seul parce qu'il veut fuir ça. Parce que là, il est plus capable d'aller nulle part sans qu'il se fasse... il se fait harceler. Il y a des gens qui viennent cogner chez eux. Il y a des gens qui rentrent chez eux pour lui voler des affaires parce qu'ils veulent le rencontrer, tu sais. Puis lui, il a vieilli, veut pas. Il est rendu, il pourrait être le père de ces jeunes-là, tu sais, des jeunes hippies. Puis là, il est comme rendu, il est vraiment pas à l'aise avec ça. On arrive maintenant à cet état-là d'espèce de déprime. Ça a continué. Il est vraiment devenu un misérable alcoolique, on peut le dire. Et jusqu'au moment de sa mort, à 47 ans, en 1969, en Floride. Et on dit qu'il est mort de la mort des alcooliques. C'est une hémorragie digestive. Dans le fond, c'est que son système... Ça fait mal. Hein? Son système digestif était complètement capote, puis ça l'a amené sa mort au bon Jack. Ouais, fait qu'il est mort. Une hémorragie digestive, c'est pas quand l'estomac se perce, puis là, tu sais, les acides qui servent à digérer se déversent dans ton corps et digèrent ton corps. Ça sonne bien, on dirait un finish him dans Mortal Kombat. Ben, c'est dans les morts les plus douloureuses. Ah, j'imagine. Là. Fait qu'il est mort de ça, tu sais. C'est vraiment triste comme mort. Ouais. Mais bref, aujourd'hui, tu sais, On the Road, ça reste que c'est un très grand livre. Et s'il y en a, je sais pas, là, s'il y en a qui en ont pas lu, c'est vraiment... La raison pour laquelle il y a du jazz qui joue en fond, c'est qu'on dit de ces livres-là que c'est une écriture qui est très jazzée. C'est-à-dire que, tu sais, du jazz, t'écoutes pas ça... T'es pas en train d'écouter le jazz, tu sais. Non, ça coule. On l'écoute pas bien. Ça coule, puis ça met une ambiance, puis c'est correct. Mais quand tu lis du Jack Kerouac, c'est pareil, tu sais. Tu lis le livre, puis il y a pas vraiment d'histoire. C'est un gars qui se promène, il rencontre du monde, il te décrit ce qu'il a mangé, il te décrit ce qu'il a porté ce jour-là. Tu sais, puis c'est très cool. Puis tu finis le livre, puis t'as rien appris, sinon le goût de partir à l'aventure. Puis toi aussi. Ouais. Puis tout ça est imprégné de bouddhisme en plus, là. C'est assez cool. C'était-tu sur la route, quand il discutait longuement, il écoutait des joueurs de jazz jouer, puis il parlait du hit, là, atteindre le hit. C'est peut-être dans Dharma Bums. De moments où est-ce que le joueur de jazz, il joue, puis à un moment donné, il atteint le non, il parlait dans The Road. Ouais? Oui. OK. Je confirme. Ça se peut. Ben, tu sais, il y a du jazz dans tous ces livres. Et là, on arrive en 2012. Mes amis, parce que là, le film, comme je disais tantôt, le film On the Road va sortir et ça amène beaucoup de questionnements. Il y a des pour et il y a des contre, mais tu sais, on va attendre de voir le livre pour juger, mais écoutez, le réalisateur, c'est Walter Salles, j'imagine que ça se dit. C'est lui qui a réalisé Motorcycle Diary. Ah, c'est bon ça. C'était très bon. Mais c'est similaire aussi un peu thématiquement. C'est similaire, ouais. Fait que ça peut nous amener à dire, OK, cool, c'est entre bonnes mains. Et là, quand on regarde ensuite de ça, les acteurs qui vont jouer dedans, celui qui va jouer le rôle une affaire qu'il faut savoir, c'est que dans les livres de Jack Kerouac, tous les personnages ont changé de nom.
sais, c'est autobiographique, mais il a changé tous les noms parce qu'à l'époque, tu sais, ça parle de drogue, ça parle de sexe. Bon. Fait que tous les noms sont changés et Jack Kerouac disait toujours que son rêve, c'est qu'un jour, on redonne les vrais noms aux personnages. Donc là, est-ce qu'on le fait? Non, c'est pas arrivé. Non. Mais bref, la personne qui va jouer le rôle de Jack Kerouac, a.k.a. Sal Paradise, ça va être Sam Riley. Et le problème de Sam Riley, entre autres, là, il a joué Ian Curtis dans un film, chanteur de Joy. Control, ouais. Fait que c'est ça. Control, ouais. Il est super bon, lui. Ouais, il est très bon, mais moi, il y a le côté, l'aspect athlète, tu sais, c'est que physiquement, il ressemble pas à Jack Kerouac, mais tu sais. Ah, mais maintenant, c'est l'aspect athlète quand même. Ouais. Les entraîneurs d'Hollywood, là, ils transforment un petit coude en machine. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, ce que j'ai peur, c'est qu'on change un peu, tu sais, on change trop le personnage pour en faire justement l'écrivain avec sa machine à écrire, alors que le gars était pas ça, tu sais. On pourrait prendre Adam Sandler. Oui. Dans Jack et Jill, il y avait un bon... faire tous les rôles. Ouais. C'est Moriarty, ça c'est bon. Ace Ventura, peut-être. Ouais. Pourrait faire, en tout cas. Ouais. Jim Carrey puis Adam Sandler, ouais. Sol puis Moriarty. Ça ressemblerait beaucoup à La Cloche et l'Idiot. Ils s'en vont à Aspen. Bon, ok, sinon, le rôle justement de Dean Moriarty, qui est un des héros du livre, qui est le grand ami de Jack Kerouac, qui dans la vraie vie s'appelle Neil Cassidy, c'est Garrett Hedlund qui va le jouer. Et là, lui, moi, je le connaissais pas, et j'ai compris, c'est lui qui tenait la vedette dans le film Tron Legacy. Ah. Tron Legacy, qui, personnellement, est un des seuls films que je suis sorti de la salle avant la fin, pour à peu près toutes les raisons. Puis jouer, c'est un mot rapide aussi, quand on parle de sa performance. Il est là. Mais c'est assez vide, là. C'est digne de Anakin Skywalker dans les nouveaux épisodes. Ah, il était bon, lui, ouais. Tabarouette. Comme ils disent dans Clerks, là. I am Anakin Skywalker, I play like a robot. Ça ressemble un petit peu à ça. Fait que c'est lui qui va faire le rôle de Dean Moriarty. On est un peu... On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Parce qu'il y a du charisme, là, Dean Moriarty, là. Ouais, c'est ça, là. C'est un gars très charismatique. C'est un gars fougueux. Il est comme, tu sais. Fou, même un peu. Il vole des chars, tu sais. Ça, ouais, c'est ça. Ça prend un gars qui a cette rage-là de vivre. C'est le personnage. Et là, ces œuvres-là qui sont beaucoup aimées comme ça finit toujours qu'on n'est pas content des adaptations. Ça finit toujours qu'on veut pas les voir. Sinon, pour terminer, je fais ça très rapide. Il va y avoir Kristen Stewart qui va jouer là-dedans. Ah, elle encore? Ouais, elle va faire la blonde de Dean Moriarty. Fait que, tu sais, quand on parle de. Elle était bonne dans The Runaways. Je l'ai pas vu encore. Ouais. Twilight, je sais pas, mais on donne sa chance. Sinon, il va y avoir Aragorn qui va jouer dedans. Ah ouais. Et Steve Buscemi. Ah, il est bon, lui. Lui, on est content. Il est bon mais dans on sait pas le rôle qu'il va faire. Ouais. Sinon, faut savoir que ce film-là, le film Down the Road, a été tourné en partie au Québec parce que ça prenait l'héritage francophone, le côté un peu industriel qu'on retrouve au Québec, et entre autres, à Salaberry de Valleyfield, qui doit, je vous rappeler, est ma ville natale. Il y a une scène qui est tournée dans un cimetière de Salaberry de Valleyfield, cimetière où je me suis déjà endormi sous les effets de l'alcool. Ah, il y a un pèlerinage là. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, dans le film de ta vie dans 100 ans. C'est peut-être le film de ma vie. Je pensais que tu allais me dire que Rémi Girard ou Karine Vanasse étaient dans le film. Non. Imagine. On sait jamais. Peut-être. Alors voilà, fait que bref, on va se tenir au courant de ça. Ça sort quand, ça? Le 4 mars 2014. D'après moi, c'est au printemps. Les dates, mettons, en Europe sont sorties, mais pas aux États-Unis. Ça fait film de printemps, ça, ouais. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir. J'espère qu'ils vont pas le scraper. Ça me ferait mal. Ça me ferait mal. Il est pas en 3D. Non, il est pas en 3D. Le jazz en 3D, peut-être. Alors voilà, fait que c'est tout pour le jazz en 3D. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Hey, bye-bye, c'est éducatif, ça. Ouais. C'était mieux que ma chronique... Celle de l'autre fois sur les robots qu'on tire dans la tête. Ou bien ta question sur les conservateurs à mon Tu m'avais pardonné. Eh oui, non, je te pardonne bien sûr. Alors, on continue avec Anonymous, étant donné qu'on vient d'écouter du jazz un peu, tu sais, puis après ça, je suis pas drôle, là. Tout petit, ma planète. Salut les mecs, c'est Plastique Bertrand. Et moi, ça plane pour moi quand j'écoute des si et des ré.
Salut, ici Benoît Laveur, là c'est Reporter. Et le petit castor. Et moi j'adore écouter les Émiratons. Juste lui qui aime ça. Il y a juste lui qui aime... Non, il y a moi aussi. Moi aussi, j'aimais ça. J'avais même la collection de crayons feutres. Mais voilà. J'ai eu vent que peut-être que la semaine prochaine, plusieurs vedettes ainsi que personnages fictifs nous ont contactés pour nous dire qu'ils aimaient l'émission. Puis je pense qu'à la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, on aura une nouvelle batch de... Qui sait? On m'a dit ça, en tout cas. Judith, t'es prête? Ben oui. Tu dites, vous dites, il dit. Bon, Maxime a dit qu'il aimait bien faire des chroniques sur la fin du monde. Oui. Apparemment, t'as pas écouté ma chronique sur la fin du monde que j'ai faite en 2011. Ben moi aussi, c'est un des sujets dont j'aime bien parler. Un sujet riche. Puis, comment? Un sujet riche. Un sujet riche, en effet. Il y a toutes sortes de tendances côté fin du monde par rapport à 2012, parce qu'on sait que la fin du monde s'en vient bientôt. Donc, bien sûr, il y a le calendrier Maya, l'inversement des pôles, la collision avec la planète Nibiru. Ça, on en a déjà discuté lors de ma précédente chronique. Mais moi, je pense que j'ai découvert vraiment ce qui est vraiment big côté fin du monde. Oui. Les méduses. Ça sonne film 3D. Ouais. Méduses 3D. Méduses. Et pourquoi les méduses, me direz-vous? Premièrement... Je suis médusé. Hein? J'attendais que quelqu'un la fasse. Je suis médusé. Ça n'a pas pris de temps. Non. Premièrement, les méduses, ils sortent grandes gagnantes avec le réchauffement climatique. Méduses moins en plus? Oui. Mais en fait, la Julien, c'est parce que la température des océans grimpe d'environ 2 degrés à chaque 10 ans. Oui, c'est exact. Puis les méduses adorent l'eau chaude. Donc maintenant, on en trouve jusqu'en Antarctique. Wow. L'eau est rendue assez chaude pour eux. Puis dans les eaux très, très profondes aussi, les méduses sont capables de survivre. C'est des eaux très froides et où il n'y a pas de lumière. Le réchauffement de l'eau va également les débarrasser de leur plus grand prédateur, qui est la tortue. Normalement, une tortue, ça peut avaler jusqu'à 50 méduses par jour, sauf qu'actuellement, les populations de tortues sont en train de se faire décimer. 50 méduses par jour. Attends de voir ce que les méduses ça vont va, avaler. c'est pas très viandeux comme animal. On en mange au Japon, aussi, de la méduse. Ouais, on la fait sécher, puis on la vend en salade. Puis... Comme des chips? Oui. Ils ont beaucoup de chips loufoques là-bas. Puis, en fait, les méduses sont également avantagées parce que plus les eaux sont polluées, mieux les méduses se portent parce qu'elles se nourrissent de zooplancton. Puis le zooplancton pullule particulièrement dans les eaux polluées. Puis, Nicolette était étonnée de la tortue qui peut manger jusqu'à 50 méduses. Mais une méduse, elle, en une journée, est capable d'avaler l'équivalent d'une piscine olympique de zooplancton. Une seule méduse. Oui. Ouais. Puis également, donc, la prolifération des méduses va être accélérée par le rejet de phosphate, donc tous les produits ménagers, etc. Les engrais agricoles. On est en train de leur faire l'environnement parfait. Oui, écoute, c'est vraiment épeurant pour vrai. Là, donc la Terre leur appartient. Ce que je raconte. Oui. Pas les océans. Pour le moment, là, ça s'en vient. Ils font juste 75% de la Terre. Après, ils vont se mettre à voler. C'est sûr. Également, les résidus médicamenteux. Ça, on a un énorme problème avec ça. Le Prozac, la pilule contraceptive. Il y a beaucoup de rejet de ça dans les eaux. Ça avantage les méduses. Ils sont heureuses là-dedans. Ouais. Les méduses, Nicolas, ne connaissent pas la satiété. Donc, puis ils sont capables de manger des proies 3 fois plus grosses qu'elles. Hein? Oui. Ils ont toujours faim. Ils ont toujours faim. Ils connaissent jamais le sentiment de satiété. Mais ils n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas de cerveau. Ils ont des yeux. Ils sont capables de chasser. Il y a des méduses qui ont... Oui, ils ont un sexe. Oh. Oui, je vais t'en parler tantôt du sexe des méduses. Justin Bieber. Ah oui. Puis là, quand on parle de méduses qui prolifèrent, c'est vraiment des bancs gigantesques. Des milliers et des milliers de méduses du type 25 km² par 13 mètres de profond. C'est... oui. T'as effrayé Maxime, là. Un petit peu, là. Est-ce qu'un humain peut manger 50 tortues? Peut-être toi. Ouais, moi, oui. Ça, la satiété, Julien. La mer Rouge et la mer Baltique, entre autres, sont très, très polluées, donc sont qualifiées de véritables soupes de méduses. Ça donne faim. Dans la mer Noire, les méduses représentent en volume environ 90% de la faune aquatique qu'il y a dans la mer Noire. Dans la mer Noire. Là, au Japon, depuis août 2005, ils ont un problème avec les méduses géantes. Vous en avez peut-être entendu parler. Non. Donc, c'est dans la mer du Japon, donc au large du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud. Il y a une augmentation spectaculaire de la population
d'une sorte de méduse géante qui était autrefois peu commune. Mais géante. Elle peut peser jusqu'à 220 kg et atteindre environ 2,5 mètres de diamètre. Il y a une méduse de 2,5 mètres de diamètre. Oui. Puis attends, il y a actuellement dans la mer du Japon un plus grand nombre de ces méduses-là qu'il y a d'humains sur Terre. Oui. Parce qu'ils sont capables d'occuper la superficie, milliards. Mais la profondeur. Il y en a aussi. Plus de 7 milliards. Oui. Mais ils mangent combien de tortues, eux autres? Ça prend combien de fois? Ils en mangent 400 millions. Ils mangent les piscines olympiques de tortues tous les jours. Non, les tortues les mangent. En tout cas, ça se mange. Les pêcheurs ont des problèmes avec ça parce que là, vous comprendrez qu'ils essaient de pêcher des poissons. Là, ce qu'ils repêchent, c'est vraiment, j'ai vu des images, c'est des filets de gelée gigantesques. Jusqu'à 1000 de ces méduses peuvent être trouvées dans un seul filet de pêche. Puis là, s'il y a des poissons qui se retrouvent là par hasard, mais ils se retrouvent empoisonnés et asphyxiés par l'écrasement des méduses. Puis là, ce que les pêcheurs ont commencé à faire, ils ont essayé de s'en débarrasser en les éventrant. Donc, ils remontaient les méduses, ils les éventraient. Qu'est-ce qui sort de là quand tu l'ouvres? Quand tu l'ouvres, qu'est-ce qui sort de là? De la gelée, tu vas être surpris. Sauf que... puis là, c'est là que ça va t'intéresser, Julien. On va parler de... Sexe! Yeah! Some penis! Wow. Bon, ben les méduses, en fait, sont... pour eux, la mort, c'est un aphrodisiaque. C'est à ce moment-là qu'elles se reproduisent. La mort? Quand ils meurent? Quand ils meurent. Donc là, ce qui se produit... c'est hot! Oui, c'est très hot, parce que ce qui se produit, en fait, quand les pêcheurs essaient de s'en débarrasser, c'est que ça fait qu'elles relâchent, soit pour les femelles, toutes leurs œufs, ou leurs mâles, les spermatozoïdes, par milliers, ou... Donc, là, c'est une bonne manière de jamais s'éteindre. C'est ça. Donc, là, vous comprendrez que ça féconde une énorme quantité d'œufs. Fait que quand plus t'en tues, plus il y en a. Plus il y en a. Ben là, si. Et attends, ça Max n'aime pas ça, ce chronique-là. Les méduses, après ça, ils ont un cycle de vie qui est un peu particulier. Ce que ça fait quand l'œuf est fécondé, ça produit un polype. Un polype, ça ressemble à une genre de petite anémone de mer. Donc, c'est comme une petite usine à méduses qui s'en va se fixer au fond de l'océan. Puis, normalement, ça peut rester là ça peut être en termes d'années ou jusqu'à un demi-siècle, avant que la méduse, le polype attend que les conditions soient, qu'il y ait un changement dans les conditions de la mer pour pouvoir relâcher les méduses. Donc, ça peut être soit de la pollution, une augmentation de la température, ou ça peut être un coup de tonnerre. Mais vous comprenez que ce que ça fait, c'est qu'il y a un relâchement constant des petits bébés méduses parce qu'il y a constamment des changements dans les eaux à cause de la pollution puis de l'augmentation. Donc, ça n'arrête plus c'est exponentiel. C'est exponentiel, c'est ça exactement. Il y a aussi, Maxime, tu m'en parlais tantôt quand on n'était pas en ondes, les petites méduses, les cubozoa, dont le poison peut être mortel pour l'homme. C'est des tout petites méduses, ils ont à peu près 4 cm de long. Avant, on les trouvait juste dans les eaux tropicales. Puis là, c'est même chose. Il y a un énorme problème. La population mondiale augmente énormément. On en retrouve jusque sur les côtes de l'Angleterre. Puis si vous n'êtes pas encore convaincu, laissez-moi vous parler d'une méduse qui s'appelle et là, excusez-moi, mon latin n'est pas très bon, Turritopsis nutrinula. Oui. Nicolas, tu vas aimer ça. Elle est biologiquement immortelle. Non! Oui, c'est ça. Oui. T'as entendu ça? Hey, elle, là. Donc, elle est capable de renverser son processus de vieillissement. C'était pas avec elle, d'ailleurs, qui faisait des expériences pour essayer de comprendre son métabolisme? Oui. Ben, entre autres, comme les cellules cancéreuses, elle est capable de stopper ça puis de faire régresser la cellule. Mais c'est que, théoriquement, elle est immortelle. C'est qu'elle peut, sans arrêt, aller de l'avant, vieillir. On pourrait cacher des affaires dedans. Elle rajeunit. C'est juste qu'elle n'est pas réellement immortelle dans le sens qu'on peut la tuer, sauf que ces cellules sont théoriquement immortelles. Ouais, elle a le potentiel. Puis vu que la méduse n'a pas nécessairement la conscience d'un être humain, pour elle, l'immortalité, c'est une bénédiction. Tu sais, comme dans Entretien avec un vampire, on sent que c'est pas très cool. Non, c'est pas le La méduse, elle n'a rien à chier, là. Ouais. Calé! C'était peur, hein? Pour terminer, laissez-moi vous rapporter le témoignage d'un pêcheur. Non. Monsieur John Russell. Ouais. Donc, 7 heures durant, John Russell a assisté impuissant au massacre de son élevage de 100 000 saumons au large des côtes irlandaises, qui fut attaqué en pleine nuit par un gigantesque banc de méduses. Il mange les poissons aussi? Ben oui, il mange les poissons. La mer était rouge de sang. En 30 ans, je n'avais jamais rien vu de pareil. Elles sont arrivées par milliers, se sont collées aux cages. Avec leurs tentacules, elles ont injecté leur venin dans les poissons, puis les ont amenés à leur bouche. Avec 12 employés,
J'ai tenté de sauver mes saumons, mais nos bateaux ont été pris dans la masse gélatineuse. Hein? Ils n'avaient rien à faire, strictement rien. Puis le lendemain, les méduses sont revenues pour manger l'élevage de son voisin. Donc 140 000 bébés saumons d'1 an qui sont morts. Des bébés. Oui. Des petits saumonos. Mais nos enfants! Non, les méduses. Pauvres enfants! Fuck you, les méduses. C'était pas rare. Oui, c'était pas rare. Oui, tabarouette. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'une seule personne? Il faut se joindre à eux. Ouais, mais ça... Oh Dieu, méduse! Méduse. Oui. Ils vont avoir besoin d'humains pour les servir sur la terre. Ouais, la sortie immortelle. Ouais. Pourquoi on fait 3 films sur Pinocchio, mais on fait pas de films sur les méduses? On s'est amené à notre propre perte, là, les amis. C'est épouvantable. Ça, c'est la faute à Nicolas, ça, je crois. L'absence. Oui, moi, je pensais que ce serait les poulpes. Là, mais... Non, les poulpes, c'est pas dans le coup, ben. Les poulpes contre les méduses? Les méduses gagnent. Les méduses gagnent contre tout le monde. Mais ils ont la force du nombre, c'est fou. Ils sont comme le Borg, là. Ils sont comme un collectif, là, tu sais. Oui, puis c'est qu'ils profitent, en fait, ils profitent, quand les conditions de la planète sont invivables pour toutes les autres, c'est là qu'elles profitent. On est comme dans l'après-chronique. Pendant les dernières vagues d'extinction, donc... Ouais, là où est-ce qu'on... Puis même là, sinon, ils attendent que les conditions soient correctes. C'est ça, ils sont capables de rester là, puis après ça, ils attendent, puis ils vont prendre le dessus des océans. Il y a certaines sortes de méduses qui vivent en eau douce sans vouloir vous faire peur. Puis en août dernier, on a retrouvé une méduse géante sur les... effouérée sur la plage d'une des côtes américaines. Il y en a même dans nos toilettes puis nos bains, je crois. Il y en a dans tes culottes, Julien. Il y en a même dans nos culottes. Une chance que j'ai déjà fait ma chronique parce que j'aurais pas été capable de faire ça. C'est Jack Kerouac. Ouais, c'est ça. Ils ont une présence trop forte. Ah, mon Dieu, c'était lourd cette émission-là, j'ai aimé ça. Heureusement, j'ai un entretien, moi, avec Gilles Duceppe. On a quelques... merci beaucoup, Judith. Bienvenue. Ouais. Oh, c'est rough, même à chaque semaine. J'ai un entretien avec Gilles, alors voilà, salut Gilles. Salut, j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Tu me disais que tu voulais venir à l'émission pour nous parler de tes coups de cœur cinéma de l'année. Absolument. Moi, vu que j'ai pas connu... C'est pas ça ma voix de Gilles Duceppe? Oui. C'est ça. Tu lui demandes, là? Ouais, tu lui demandes si c'est sa voix. Ça, ma voix de Gilles Duceppe. Non, c'est ça. OK. Bon, absolument. Moi, j'ai pas connu une ben bonne année, fait que je suis pas allé au cinéma ben. Je suis allé voir un film. Je suis allé voir L'artiste. Ah ouais, c'est bon ça, ouais. Ah, moi, j'ai été renversé. Moi, j'ai vu l'acteur de l'année là-dedans. Ouais, Jean Dujardin, il est pas mal, il est bon dans le... Non, moi, je parle du chien. Ah ouais, ben oui, c'est sûr qu'il était bon lui aussi. Il était bon, vous dites? Ben moi, je regardais ça, puis je me disais, ça se peut juste pas. Écoutez, si tous les chiens étaient comme ça, on aurait tout le temps le sourire aux lèvres. Ouais, c'est certain. Pourquoi ils donnent pas d'Oscar aux chiens? Moi, je regardais Yolande, puis moi, je demandais ça, je demandais pourquoi ils donnent pas d'Oscar aux chiens. Elle m'a dit, je sais pas, Gilles. Vous savez, c'est ça qu'elle m'a répondu. Ouais, la photographie était quand même quelque chose aussi. Moi, c'est le chien qui m'a fait triper. Ou ben, tu sais, là, comme idée fixe, pourquoi ils donnent pas d'Oscar? Moi, j'ai dit ça à Yolande, elle m'a dit, Gilles, c'est un dessin. Ouais. Gilles, c'est un dessin, il peut faire ce qu'il veut. Je me suis dit, ben voyons donc, c'est ben trop vrai. Et ils peuvent lui dessiner un petit casque, puis l'envoyer sur la Lune s'ils veulent. Ah, ben, pourquoi l'envoyer sur la Lune, pas de casque, dans le fond, s'ils veulent. Ah voilà, faut pas prendre de gens pour les clowns non plus, hein? Alors, merci, Monsieur Duceppe. Je vous en prie. Fait que voilà, c'était mon entretien avec Gilles Duceppe. Ça a été enregistré quand, ça? Ça a été enregistré, hier après-midi. Au Catacombe. C'était pas le lendemain de sa défaite? Au Catacombe. Ouais, il est venu au Catacombe avec moi. Café K.O. Ouais, c'est ça. Puis j'ai dit, Monsieur Duceppe, il a fait, qu'est-ce que vous pensez qu'il aimerait ça venir à votre émission? Puis là, c'est ça. Puis là, on a enregistré ça. Ben, c'est ce que je viens de dire là aussi, on l'a enregistré à ce moment-là. Ouais. Puis c'est ça. Avec le bout dessus au début, où il y a un cafouillage, qui ne sonnait plus de sa voix aussi. Ouais. Ça m'avait un peu surpris, en fait. Peut-être qu'il joue un rôle. Ben, il se pratique moins à parler en public depuis sa cuisante défaite. La cuisante défaite, on s'en souviendra. Alors, c'était la première de la deuxième année de Décideret. Je pense qu'on commence en force avec En peur! Et ça va aller en empirant. Maintenant, je vous ordonne d'amener juste des chroniques sur les catastrophes naturelles et les dangers qui nous habitent. Savez-vous qu'il y a de quoi en dedans de vous qui vous tue tout le temps? Ah, fait que je le fais-tu sur la présence, moi, pour dans 2 semaines? Ah, tu peux parler de la présence dans 2 semaines si tu veux. Là, Nick, là, comme ça te tente. C'est vrai, ça? Ah oui. Ouais, merci beaucoup tout le monde!